L'urbanisation galopante en Chine est un vrai défi pour Pékin, défi économique, social, mais aussi architectural. La vision d'un architecte français qui sillonne la Chine depuis les années 80, c'est dans Chine Hebdo. Pierre Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes président associé du cabinet Arte Charpentier. Vous êtes très présent en Chine puisque vous développez beaucoup de projets sur place. Vous avez, pour ne citer que celui-là, fait entre autres le Grand Théâtre de Shaanxi. Vous avez aussi publié un livre de l'architecture à la ville. Pierre Clément, peut-être de manière très générale pour commencer, aujourd'hui, quand vous voyez l'enjeu démographique qui se pose en Chine, quelle est la première pensée de l'architecte ? Je pense que c'est la ruée des architectes du monde entier sur la Chine. La Chine est devenue très clairement le premier marché du monde et la Chine est devenue le premier chantier du monde. Alors, au début, c'était très sous-développé, c'était effectivement très artisanal. Vous évoquez l'opéra du Shanxi. L'opéra du Shanxi, c'est un opéra que nous venons de livrer l'année dernière, alors que nous avions déjà fait l'opéra de Shanghai dans les années 90. Et à cette époque, c'était le premier bâtiment culturel public pour lequel les Chinois avaient lancé un concours international. Donc là, c'était l'artisanat le plus total, aucune idée de savoir comment ça allait se construire, aucune idée des procédures, aucune idée même du rôle de l'architecte et qu'il fallait le rémunérer. Donc, évidemment, en 30 ans, les choses ont énormément changé. En fait, on a le sentiment, pour ceux qui vont régulièrement en Chine, on a le sentiment que lors peut-être des 2 premières décennies de formidable croissance chinoise, il y a eu un développement architectural, un développement urbain en Chine qui semblait, vu de l'extérieur, assez anarchique et qui tente de s'organiser peut-être depuis quelques années. Est-ce que c'est comme ça que vous vivez, que vous voyez la chose ? Anarchique, c'est peut-être pas exactement le mot. Je pense qu'en Chine, l'anarchie n'a pas de place. Il y a quand même un contrôle politique très fort, toujours présent, et qui existe depuis des décennies, des centenaires, voire des millénaires. Donc, parler d'anarchie, c'est difficile. Je pense qu'il y a eu un renouvellement total. On avait assisté à une Chine un peu éternelle et immuable qui, sur 2000 ans, avait pratiquement les mêmes types architecturaux. On retrouve les modèles de la maison pékinoise dans les tombeaux des Han au début de l'ère chrétienne, donc il y a 2000 ans. Donc il y avait une continuité historique extrêmement forte en Chine sur la très très longue durée. Donc c'est vrai qu'il leur a fallu passer à des modèles totalement différents. Alors ils ont fait venir des étrangers, ils ont fait venir des architectes internationaux et c'est clair que ça a semblé un petit peu désordonné. Et je pense qu'il y a quand même de tradition chinoise un sens de l'organisation de l'espace qui est exceptionnel. Les Chinois ont une vraie pensée architecturale, non seulement pour les bâtiments, mais aussi pour le territoire. Et donc, ils organisent méthodiquement leur territoire de très grandes infrastructures, de très grandes routes, de très grands aéroports, de très grandes gares. Et le territoire est tissé de ces infrastructures et c'est ce territoire qui est dessiné pour recevoir ces grands flux migratoires. Et qu'est-ce qui guide ces grands principes d'aménagement du territoire ? Est-ce que c'est d'abord un point de vue pratique ? Est-ce que c'est des notions aussi, vous savez que l'ancien slogan des anciens dirigeants chinois, c'était arriver vers une société harmonieuse. Aujourd'hui, c'est le rêve chinois. Je veux dire, vous, en tant qu'architecte sur place en Chine, vous avez peut-être un rôle à jouer pour les aider à atteindre ce bien-être ou cette harmonie. L'habitat a un rôle essentiel. Est-ce que ça fait partie de ces grands plans d'aménagement ? Oui, il y a eu des politiques et d'ailleurs c'est comme ça que nous avons commencé à travailler en Chine, puisque dès le début des années 80, nous avons fait des missions d'expertise et de conseil sur la politique du logement chinois, à savoir qu'ils faisaient des grands ensembles, tous répétitifs,
identiques, que la construction industrielle était reine et que les architectes avaient été renvoyés dans les campagnes avec la révolution culturelle. Donc il y a eu un grand mouvement au début des années 80 qui a porté sur un effort colossal sur la politique de rénovation du logement et de transformation de diversité architecturale. C'était le terme qu'ils employaient en venant chez nous, en nous disant mais vous avez un certain nombre de systèmes constructifs qui permettent une variété architecturale, est-ce que vous pouvez nous aider à faire ça? Donc on a fait ça pendant toute la décennie des années 80, avec évidemment un coup d'arrêt brutal en 89 avec les incidents de Tiananmen, où là ça a redistribué complètement les cartes. La politique du développement urbain, la politique de libéralisation de l'économie urbaine a connu un coup d'arrêt, vraisemblablement autour de 88, qui a fait que la Chine là a eu 2-3 années très difficiles. Et c'est véritablement en 92, notamment par un acte fondateur d'un voyage vers le sud de Deng Xiaoping, que en particulier ils ont relancé la métropole shanghaïenne, qui était beaucoup plus présentable aux yeux du monde entier que Pékin, qui avait connu les troubles de Tiananmen. Donc, c'est depuis ce moment-là que la politique de développement économique, urbain, de la construction est véritablement à l'œuvre en Chine. Vous pouvez faire des projets exceptionnels au niveau de la taille, au niveau de l'audace architecturale et en même temps avec des calendriers d'exécution qui vont peut-être plus vite que chez nous aussi. Ah, tout à fait, tout à fait. Quand on a fait la ligne Météor à Paris, on a mis 15 ans pour faire la station Saint-Lazare. Dans le même temps, il y avait 6 ou 7 lignes qui s'étaient faites à Shanghai de métro. Donc, on peut plus comparer les choses. Mais la Chine a quand même avait beaucoup de retard. Elle se sentait arrêtée depuis la Renaissance ou le XVIIIe siècle, et elle a envie de redevenir et de retrouver son rôle économique et culturel dans le monde. Donc elle a mis les bouchées doubles, et elle en avait les moyens quand même, parce que elle est capable de mobiliser des forces, capable de mobiliser des ressources, et donc tout ça mis au service d'une politique très volontariste, et aussi d'un sens de l'entrepreneuriat à tous les niveaux, qui fait que c'est des transformations que l'on connaît aujourd'hui. Vous dites effectivement, ils vont vite, on peut faire des prouesses architecturales, et c'est des échelles qu'on connaît pas. Aujourd'hui, on aura fait 3 opéras en Chine. Il y a évidemment pas beaucoup d'agences dans le monde qui peuvent avoir qui ont fait 3 opéras. Il y a, en France, quand on en construit un en 20 ans, c'est sûr que il y a peu de chances de faire 3 opéras en France aujourd'hui. Même chose pour les villes. Il y a là aussi la conception des villes. Je pense que les Chinois ont une très très vieille tradition de fabrication de villes nouvelles. On raconte que l'empereur Han, en créant l'Empire il y a 2000 ans, a construit 2000 villes nouvelles pour coloniser le territoire, qui étaient des villes du pouvoir, mais qui ont été des villes dessinées, pensées sur un dessin. Donc il y a cette grande tradition de fabriquer la ville. Et à quoi ressemblent ces villes nouvelles dont on parle aujourd'hui ? Les bâtiments finissent par être à peu près identiques partout aujourd'hui. Donc c'est ça qui fait qu'on a le sentiment d'une reproduction un peu de modèles internationaux et d'une certaine uniformisation. Mais ça, c'est vu très vite et vu de l'extérieur. En revanche, quand on voit ne serait-ce que les grands ensembles construits à peu près au même moment que chez nous, on voit que la qualité de l'espace public, on voit la qualité de gestion et la qualité de vie, parce que plusieurs générations y sont, parce que les gens y attachent beaucoup d'intérêt, beaucoup de soins. Donc il y a une façon aussi de vivre les mêmes espaces qui font que la société chinoise s'adapte aujourd'hui à ces formes nouvelles. Alors c'est certain que
on découvre des programmes qui restent vides, on découvre des programmes qui sont sans doute très mal imaginés, très mal conçus. Donc il y a aussi une part comme ça d'ombre dans l'urbanisation chinoise. On peut certainement pas le nier, mais néanmoins, avec la force économique et la force démographique que vous évoquiez au début, sachant que aujourd'hui il y a 50% d'urbains, donc il y a à peu près un équilibre officiel, je dis bien officiel, parce que on sait que on n'a pas une liberté de s'implanter en Chine où l'on veut, et surtout pas dans les villes quand on est un rural. Donc il y a peut-être 200 millions de Chinois flottants comme ça, qui travaillent dans les villes sans en avoir un statut qui leur permet effectivement d'avoir accès à tous les services. Mais dans les 20 ans qui viennent, les Chinois souhaitent que 400 millions de Chinois de la campagne reviennent encore dans les villes. Alors on peut discuter cette volonté délibérée de passer à 70 ou 80% d'urbains. J'estime que s'ils n'arrivent pas à ce taux, ils ne seront pas au niveau des pays développés. Peut-être qu'il faudrait qu'ils se rendent compte avant qu'ils vont être parmi les un ou deux pays les plus développés sans avoir ce taux d'urbanisation qui leur permettrait d'imaginer peut-être des modèles différents. Voilà, c'était effectivement une bonne chose. Voilà, c'était la vision passionnante de l'urbanisation en Chine par l'architecte Pierre Clément, président associé d'Arte Charpentier. Merci beaucoup Pierre Clément. Merci beaucoup.